j'ai lancé la procédure de divorce, considérant qu'un conjoint en difficulté financière avait peu de valeur. Mon monde s'est écroulé lorsque, pendant un voyage d'affaires, mon mari m'a non seulement annoncé son intention de divorcer, mais aussi son mariage simultané avec sa maîtresse. Pour couronner le tout, il m'a accusé de l'avoir épousée uniquement pour sa richesse et a exigé que je renonce à tout droit sur nos biens. Confronter mon mari indifférent, qui m'avait toujours traité avec dédain depuis notre mariage, a conduit à sa propre perte et à une descente aux enfers. Je m'appelle Karen, j'ai 35 ans. J'ai été élevé par une mère célibataire depuis le décès de mon père quand j'étais à la maternelle. Malgré les difficultés financières, nous formions une famille heureuse à trois. Même à l'âge adulte, avec un salaire décent, mes habitudes frugales de l'enfance ont persisté. J'ai épousé John, un homme riche rencontré par une connaissance, attiré par sa gentillesse et le nouveau monde qu'il m'offrait. Nos divergences de vue sur l'argent et les rôles de genre sont apparues après le mariage. Alors que John imaginait un foyer traditionnel, j'étais attaché à ma carrière et à mon indépendance financière. Avant le mariage, John avait suggéré que je devienne femme au foyer, supposant que j'adopterais les rôles domestiques traditionnels. Cependant, j'avais exprimé mon désir de continuer à travailler jusqu'à ce que nous ayons des enfants, soulignant les avantages financiers. Bien que j'ai réussi à le convaincre, la réalité de concilier travail et tâches ménagères s'est avérée difficile. Tout en étant employé à plein temps, mes journées étaient consumées par les responsabilités domestiques, nous laissant peu de temps en tant que couple. En revanche, John, adoptant le rôle du mari traditionnel, ne contribuait en rien aux tâches ménagères. S'il constatait mon emploi du temps chargé, il se contentait de dîner et de se détendre en rentrant à la maison. Concilier travail et responsabilités domestiques a pesé sur notre relation, me poussant à me demander si c'était la l'essence d'un mariage. Malgré mes efforts, j'hésitais à exprimer mon mécontentement, craignant qu'il n'insiste pour que je quitte mon emploi, malgré son absence de contribution à la maison. J'avais espéré que l'arrivée d'enfants entraînerait un changement positif dans notre relation. Malheureusement, notre lien s'était distendu, jetant un doute sur la possibilité d'agrandir notre famille. Sentant l'urgence de discuter de cette question, j'ai approché John. Dit, nous devrions commencer à penser à avoir des enfants, non? Des enfants? Tu es bien énergique, considérant que tu es fatigué par le travail et les corvées. Ce n'est pas la question. Je veux avoir des enfants. Nous ne sommes pas mariés depuis si longtemps, mais j'ai déjà plus de 30 ans. Les femmes ont un temps limité pour avoir des enfants, et il devient plus difficile pour moi de concevoir en vieillissant. Il est presque trop tard. Mais nous n'avons pas besoin d'enfants. Si nous en avons un, tu t'attendras à ce que j'aide, n'est-ce pas? Tu sais que je suis occupé par le travail, et je n'aiderai pas à élever les enfants. Déclarer que tu n'aideras pas à élever les enfants avant même qu'ils ne soient nés, c'est étrange, non? Je prévois de les élever seuls, mais ne devrais-tu pas au moins avoir l'intention d'aider? C'est aussi ton enfant. L'éducation des enfants, c'est ton travail. Je travaille pour soutenir la famille, donc je n'aiderai certainement pas avec les enfants. Tu vas juste te plaindre que je n'aide pas, faisant de moi le méchant. Tu as dû être endoctriné avec la pauvreté et les familles nombreuses depuis ta naissance. Nous ne sommes pas pauvres. Nous n'avons pas besoin d'enfants. Fin de la discussion. John a mis fin brusquement à la conversation et s'est retiré dans sa chambre. Seul dans le salon, les larmes m'ont submergé. Non seulement mon désir d'enfant était rejeté, mais mon éducation était aussi tournée en ridicule. Suite à cet incident, notre relation s'est rapidement détériorée. La communication est devenue rare, et la possibilité d'avoir des enfants semblait plus lointaine. Alors que je continuais à jongler entre le travail et les responsabilités domestiques, acceptant des projets importants au travail, je me sentais de plus en plus distante de John. Un jour, en l'informant d'un prochain voyage d'affaires, sa gentillesse inattendue m'a surprise. Il m'a souhaité bon voyage et a laissé entendre qu'une grosse surprise m'attendrait à mon retour. Bien que j'aie renoncé à lui, son sourire a ébranlé ma résolution. Cependant, mon faible espoir a été anéanti à mon retour à la maison. La porte d'entrée ne s'ouvrait pas. John m'a révélé la première surprise, il avait changé les serrures. La deuxième surprise fut l'annonce de notre divorce. Il prétendait avoir falsifié ma signature et soumis les papiers avec un ami comme témoin. À l'intérieur, il m'a présenté un document à signer, me faisant renoncer à mes droits sur le partage des biens. Protestant contre ces fausses accusations, j'ai insisté sur une renonciation mutuelle aux droits de propriété,
avec l'intention d'en faire un document public. John, rétorquant obstinément, a refait le document sur son ordinateur, initiant un échange tendu. Alors que je quittais la maison, il continuait à me mépriser pour ma pauvreté, envisageant même de jeter mes affaires. Quelques jours plus tard, John, paniqué, m'a appelé, se demandant ce que j'avais fait. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je n'ai rien fait. »« Pourquoi paniques-tu ? » ?»« J'ai beaucoup de questions. » « D'abord, on m'a dit de quitter l'appartement. »« Oh, tu vivais encore là-bas. »« Ce n'est pas autorisé. »« C'est un nouveau mois. »« Tu es un occupant sans titre. »« Sans titre ? Mais c'est ma maison. »« Ça va ? As-tu oublié que c'était un appartement de fonction que je louais ? J'étais la locataire principale, donc naturellement, tu ne peux plus y vivre. »« C'est ridicule. Comment as-tu pu faire ça ? Je n'arrive pas à croire que tu ne le savais pas. Je ne suis pas celle qu'on devrait accuser de faire des choses en solo. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pouvais pas simplement changer les serrures d'un appartement en location ? C'est ma maison. Je peux changer les serrures si je veux. N'as-tu pas écouté ? C'était mon département de location. Même si tu étais le locataire, le propriétaire et le gérant de l'immeuble. Tu ne peux pas changer les serrures sans les informer. Est-ce vrai ? De plus, j'ai résilié le bail pendant que tu changeais les serrures. J'étais autorisé à y vivre jusqu'à ce mois-ci. Je comptais revenir. Mais maintenant, tu as illégalement modifié la propriété de quelqu'un d'autre, ce qui pourrait être une dégradation de biens. Attends, pourquoi l'as-tu résilié si tôt ? Dégradation de biens ? C'est pour ça que la police est à la porte d'entrée maintenant ? J'ai trop peur d'ouvrir. Mais j'ai répondu calmement, alors la police est venue. Ne t'inquiète pas, ce n'est probablement pas pour l'occupation sans titre ou la dégradation de biens. Il vaut mieux leur parler. Pourquoi je suis au courant pour la police ? Parce que je t'ai dénoncé pour avoir déposé toi-même les papiers du divorce. Il semble que tu aies commis des crimes comme le faux et l'usage de faux en écriture privée. Les papiers du divorce peuvent être déposés par une seule personne, mais seulement avec un accord mutuel et des signatures personnelles. Puisque John a falsifié ma signature et celle du témoin, il était évident que c'était un crime. Mais il semblait inconscient de sa culpabilité. J'ai continué à insister, donc les papiers de divorce que tu as soumis sont invalides, et ton mariage avec Suzanne ne peut pas non plus avoir lieu. Comment es-tu au courant pour Suzanne ? Tu pensais que je ne savais rien ? J'ai engagé une agence de détectives privés pour enquêter de manière approfondie sur ta liaison avec Suzanne. C'était une période chargée au travail, et coordonner avec l'agence était difficile. De plus, tu as même organisé une grande cérémonie de mariage pendant que j'étais censé être en voyage d'affaires. Ça va ? Ton voyage d'affaires était un mensonge. Oui, j'ai pris des congés malgré ma charge de travail pour faire des recherches et préparer des documents. Je savais que tu amenais Suzanne à la maison. Il aurait été impossible de rassembler ces preuves tout en travaillant. Après que j'ai tout révélé, John est resté sans voix et semblait très abattu, même au téléphone. Puis il m'a supplié, « S'il te plaît, ne dis pas à Suzanne que je suis divorcé. » Pourquoi le ferais-je ? Il n'y a pas de tel fait à raconter. Vraiment ? Merci. Tu te méprends sur quelque chose ? Quand es-tu devenu divorcé ? Ce faux papier de divorce est invalide, tu te souviens ? Donc légalement, tu es toujours mon mari, pas divorcé. Quoi ? Donc, puisque tu as commis l'adultère, eh bien, légalement, mon mari, Suzanne doit payer des dédommagements. J'ai envoyé la demande de dédommagement chez elle hier par courrier express. Elle ne savait pas que tu étais marié, n'est-ce pas ? Alors je ne peux pas retirer la demande à ce stade. Je savais déjà que Suzanne croyait que John était célibataire, mais j'ai délibérément envoyé la demande de dédommagement. Suzanne ne m'a pas encore contacté. Peut-être qu'elle n'a pas reçu la lettre. Elle devrait arriver bientôt. Devrais-tu être au téléphone avec moi alors que tu dois aussi t'occuper de la police ? Tu es occupé ? Je vais ignorer la police. Je ne serai pas arrêté. Je vais chez Suzanne maintenant pour récupérer la lettre avant qu'elle ou sa famille ne puissent l'accepter. Il a alors raccroché. Il est probablement allé directement chez Suzanne pour attendre le facteur devant la porte. Je savais que ce serait futile car la lettre était envoyée en courrier recommandé à Suzanne uniquement. Même s'il attendait le facteur, il ne pourrait pas la recevoir. Quelques heures plus tard,
un John abattu m'a appelé. Selon lui, il y a eu un incident à l'arrivée du facteur. Enfin, je vais prendre cette enveloppe. Qui êtes-vous? Vous n'habitez pas ici, n'est-ce pas? Je suis pratiquement résident ici puisque je suis marié. J'ai le droit de recevoir le courrier. Je vois, mais je ne peux pas vous donner cette enveloppe. C'est un courrier recommandé destiné uniquement à Suzanne. Quoi? Donnez-la-moi. Absolument pas. Si vous y tenez tant, demandez la permission à Suzanne. Que se passe-t-il ici? Oh, John, c'est quoi tout ce bruit? Que se passe-t-il? Ah, Suzanne, c'est un courrier recommandé pour vous. Cet homme insistait pour le prendre. Désolé pour le dérangement. Maintenant, je vais vous laisser. Qu'est-ce que c'est? Une demande de dédommagement? John, tu es marié? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, c'est juste. C'est une ex-femme d'il y a longtemps. J'étais gêné de dire que je suis divorcé. Je suis désolé d'avoir gardé ça secret, mais... C'est étrange, n'est-ce pas? Nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps et une demande de dédommagement? Si tu étais divorcé avant que nous commencions à sortir ensemble, il ne devrait y avoir aucun problème, non? Eh bien, mon ex-femme est folle. Peut-être qu'elle demande un dédommagement par dépit parce que je me suis marié. C'est l'excuse qu'il a donnée, mais un tel mensonge a été rapidement exposé. L'enveloppe comprenait une lettre que j'avais écrite avec mes coordonnées, alors Suzanne m'a appelé directement. Lors de cet appel, je lui ai parlé de la liaison, du divorce invalide, et du fait qu'ils avaient eu une cérémonie de mariage alors qu'il était encore marié avec moi. Bien qu'ils aient eu une cérémonie de mariage, ils n'avaient pas encore déposé l'acte de mariage. John voulait le soumettre le 1er avril, jour du poisson d'avril, donc c'était encore en attente. Il avait probablement retardé le dépôt de l'acte de mariage en raison de l'incertitude quant à la finalisation du divorce. Après avoir été démasqué, John s'est enfui de chez Suzanne et m'a contacté sans honte à nouveau. J'avais encore quelque chose à lui dire, alors nous avons convenu de nous rencontrer dans un café voisin. Dès mon arrivée, John a dit, « Karen, s'il te plaît, retire la demande de dédommagement. Faisons comme si nous étions séparés depuis longtemps et officiellement divorcés maintenant. Je peux m'excuser auprès de Suzanne d'avoir été secrètement divorcé et peut-être couvrir l'affaire. Tu penses que je tiens désespérément à rester marié avec toi. J'allais de toute façon demander le divorce, mais puisque tu as triché, tu paieras un dédommagement. Tu essaies juste de m'extorquer de l'argent, hein? Typique des pauvres. Tu as un cœur si pauvre. Tu dis n'importe quoi. Selon ma réponse, tout peut changer. Il y a toujours une option où nous ne divorçons pas. Si je dis non, tu ne peux pas le refuser, ce qui signifie que tu ne peux pas épouser Suzanne et ton état civil sera exposé. D'accord, je paierai le dédommagement. Divorce de moi, c'est tout. Signe ici. Alors, à propos du partage des biens. Le partage des biens? Combien de plus veux-tu me prendre? Le dédommagement devrait suffire. Souviens-toi, nous étions d'accord pour renoncer au partage des biens, non? Alors officialisons-le. D'accord. Tu n'es pas aussi mauvais que je le pensais. Merci. Nous sommes ensuite allés chez un notaire, avons fait un acte public pour le dédommagement et le partage des biens, puis à la mairie pour soumettre les papiers du divorce, finalisant notre divorce. Soulagé, j'ai échangé quelques derniers mots avec John. Heureuse que nous n'ayons pas à diviser les biens. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui y gagne. Au fait, as-tu seulement des actifs après m'avoir payé le dédommagement? Suzanne va aussi réclamer des dommages et intérêts. Elle a mentionné vouloir te facturer les frais du mariage. C'est impossible. Je vais épouser Suzanne. Elle ne peut pas réclamer ça. Nous sommes divorcés maintenant, donc il ne devrait y avoir aucun problème. Tu vis toujours dans un fantasme. Tu as commis une escroquerie au mariage. Tu as eu un mariage alors que tu étais encore marié. Tu penses que Suzanne te croit encore. Escroquerie au mariage? C'est ridicule. Suzanne me croira. Crois-le si tu veux. Je l'ai entendu directement de Suzanne. De plus, les invités à ton mariage n'étaient-ils pas des acteurs payés? Tu leur dois encore de l'argent. Tu es au courant de ça? Je ne les ai pas encore payés. Qu'est-ce que ça peut te faire?
Tu aurais juste pu prendre le partage des biens et être mieux loti. C'est ce que je voulais te dire. Même si nous avions divisé les biens, tu en aurais bénéficié davantage. De quoi tu parles, pauvre femme? Ta famille est pauvre et tu ne gagnes que 15 000 $ par an, n'est-ce pas? Même si tu avais une augmentation, ce serait à peine 20 000 $. Tu n'as aucun bien. Tu continues de m'appeler pauvre, alors j'ai pensé que tu te trompais peut-être. Oui, mon salaire est bien de 15 000 $. C'est ce que tu crois. Tu n'as vraiment aucun intérêt pour moi, mais je suis devenue directrice de la branche américaine. Ce n'est pas 15 000 $ par an, mais 150 000 $. Par mois. 150 000 $ par mois. Ce qui fait un revenu annuel de 1,8 million de dollars. Bien sûr, je n'ai pas eu l'occasion de dépenser une telle somme, alors je l'ai économisée pour l'avenir. Les économies d'avant notre mariage ne font pas partie du partage des biens, mais elles représentent quand même un montant considérable depuis notre mariage. J'aurais donc pu recevoir la moitié de tout ça lors du partage des biens. Tu es ma destinée, après tout. Je vais faire corriger les papiers du divorce. Ça va? Après tout le mépris, tu penses que j'annulerais volontiers le divorce si tu as autant d'argent? Tu n'as pas besoin de réclamer de dédommagement, n'est-ce pas? C'est juste une petite somme pour toi. Qui rit d'un centime pleurera pour un centime. Ce dédommagement est pour la détresse mentale que tu m'as causée. J'aimerais réclamer plus honnêtement, et puisque nous l'avons officialisé, assure-toi de le payer même en plusieurs fois. Je vais être sans le sou. De plus, ne retourne pas à cet appartement. Tes affaires devraient avoir été déménagées chez tes parents maintenant. Tu pensais que j'avais peu d'affaires, mais c'était parce que j'avais déjà déménagé. La plupart l'étaient. Étais-tu si indifférent à moi? Je ne peux pas avoir si peu. Donc je dois retourner chez mes parents. Ils ne savent encore rien, n'est-ce pas? Laisse-moi expliquer. Ne dis rien. Je leur ai déjà tout dit. Il est normal d'expliquer pourquoi nous divorçons. Oh, et ton père a dit, ne remets plus jamais les pieds chez nous. Donc je n'ai nulle part où aller. Il s'est effondré et j'ai quitté le café. Plus tard, j'ai appris qu'il avait causé des problèmes au poste de police. Malgré mon conseil, il est retourné à l'appartement. Il s'est assis là, sans but, dans l'appartement vide jusqu'à ce que le gérant appelle la police, et il a été emmené. Je ne sais pas si c'était pour obstruction à la justice, occupation sans titre, ou pour les papiers de divorce falsifiés. Finalement, ses parents ont pris leurs responsabilités. Après avoir parlé avec moi et appris pour Suzanne, ils ont décidé que s'excuser et payer des dommages et intérêts à la famille de Suzanne était la priorité. Ils sont allés chez Suzanne pour s'excuser, s'agenouillant devant sa famille. Ils ont tout réglé sans porter plainte pour escroquerie au mariage, payant même les frais du mariage. Je m'attendais à ce qu'ils portent plainte, donc c'était décevant qu'ils ne l'aient pas fait. J'ai donc décidé d'intenter une action en justice contre lui pour avoir falsifié les papiers du divorce. John a proposé un règlement à l'amiable, mais je n'ai pas retiré la plainte. Je ne voulais pas qu'il pense que tout pouvait être résolu avec de l'argent. Je voulais qu'il soit condamné et qu'il comprenne la gravité de ses actes, même si cela coûtait du temps et de l'argent. J'ai tout laissé à mon avocat, donc ce n'était pas trop lourd pour moi. Même si cela a pris du temps, John, exposé pour ses actions et l'escroquerie au mariage dans son entreprise, ne pouvait plus y rester. Après avoir été détenu par la police et s'être absenté sans autorisation, il a finalement été licencié. Il a fini par vivre chez ses parents, travaillant toute la journée dans l'entreprise de construction d'un parent. Son père prenait tous ses revenus, le laissant sans aucun revenu. Je pensais que ses parents ne l'abandonneraient pas, mais ils ont été plus stricts que je ne l'imaginais. Ils ont payé mon dédommagement et celui de Suzanne, prévoyant de le faire travailler comme un forçat jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Il vivait dans un endroit semblable à une cabane, sans électricité, ne recevant que 5 $ par jour pour la nourriture, déduit de son salaire. Il prévoyait de le déshériter et de le mettre à la porte une fois qu'il aurait tout remboursé. Un destin bien dur après des années de travail acharné. On m'a offert un poste au siège social à l'étranger, alors j'ai déménagé à l'étranger après la finalisation du divorce. Je craignais que John ne vienne me demander de l'aide ou ne nourrisse du ressentiment, mais déménager à l'étranger a apaisé ses inquiétudes. Je pensais que le travail serait mon partenaire pendant un certain temps, mais j'ai rapidement trouvé une nouvelle relation. Je sors maintenant avec un cadre supérieur étranger de notre siège social, et je suis enceinte avec des projets de mariage imminents.
Je lui ai tout raconté sur mon passé et mon ex-mari, et il est compréhensif. Je prendrai un congé de maternité et prévois de retourner au travail plus tard, soutenu par lui. Il est enthousiaste à l'idée de prendre un congé de paternité et de s'impliquer dans la parentalité partagée, montrant une perspective culturelle différente. Après avoir été tourmenté par mon ex-mari, j'ai enfin le sentiment de saisir le vrai bonheur et la confiance de construire la famille heureuse dont j'ai toujours rêvé. Beaucoup souffrent à cause de conjoints égoïstes, et bien que le divorce ne soit pas toujours le bon choix, endurer en silence n'est pas une vertu. Il est important de savoir que des discussions honnêtes peuvent conduire à des résolutions, et que le divorce est parfois une option nécessaire.